Et ben, bonjour à tous, Semaine, merci. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de Fortra. Donc Fortra, une entreprise de cybersécurité qui a fait sa croissance par acquisition externe. On a au fur et à mesure acheté plus d'une vingtaine de sociétés pour proposer aujourd'hui une réponse, une détection, une remédiation et le blocage sur l'ensemble de la chaîne d'attaque. Le pari de Fortra, c'est d'intégrer au fur et à mesure des solutions de grands standings comme du Digital Guardian, du Tripwire, du Cobalt Strike pour proposer une approche unifiée sur une plateforme unique avec la possibilité d'adresser à chaque fois les challenges et les cas d'usage de nos clients avec une approche modulaire en fonction bien évidemment du contexte de l'entreprise et de nos partenaires. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une réponse indiquée et correspondante pour nous adapter aux challenges et ne pas systématiquement installer de différents agents. Donc on va avoir une offre qui va être complète et consolidée avec une capacité de déploiement SaaS on-prem ou hybride, donc pour vraiment répondre à chacun des cas d'usage de nos clients. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la simplification au niveau de la cybersécurité, de dégager du temps aux équipes de sécurité pour qu'ils puissent se concentrer donc sur leur cœur de métier et ne plus être voilà, pollués par exemple sur des faux positifs, etc. Le pari de Fortra, c'est vraiment de simplifier et d'apporter une réponse adaptée. Je n'en fais pas beaucoup plus, c'est vraiment une courte introduction. On est sur le stand B19 et on est ravis de répondre à toutes vos questions. Mais aujourd'hui, là, je laisse la parole à Julien qui va rentrer plus dans le détail de la thématique de ce jour. Merci à tous. Merci beaucoup, Smaïn. Très bien, bien. Enchanté à tous. Je suis Gourlaouen Julien. Donc, moi, je suis Sales Engineer chez Fortra sur la data protection. Moi, j'ai commencé en 2021 chez Digital Guardian, donc société avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la DLP. Aujourd'hui, on voit que c'est un sujet qui est quand même très, très concret. Qui capte l'attention des personnes avec toutes ces datas qui fuitent sur Internet. Alors, on est aujourd'hui là pour parler de la data lineage. C'est un terme qui commence à arriver. On aime bien aussi dire la data life cycle, le suivi de la donnée, la vie de la donnée. On va essayer de montrer concrètement, en fait, vous allez pouvoir voir comment elle est transformée lorsqu'elle est manipulée, donc créée, manipulée, uploadée, partagée, et puis peut-être même, on va essayer jusqu'à la destruction. Et ça sur différents lieux de stockage. On les connaît, on-prem, cloud. Et donc, on va commencer sur quelque chose de très simple qu'on pourrait définir. Alors, il y a peut-être un sujet qui manque sur cette slide qui serait éventuellement le chiffrement pour rajouter sur la sécurité. Là, on va commencer par la création de la donnée. Ensuite, bien sûr, on va la stocker. Et là, les lieux de stockage, je vous l'ai dit, c'est on-prem, c'est sur l'ordinateur, c'est sur les partages réseau, c'est maintenant dans le cloud, c'est pas nouveau. Et donc, on cherche en fait à vous fournir cette visibilité complète. Qui fait quoi, sur quel environnement, sur quel logiciel, qui y touche, qui la transforme, et essayer de la suivre le mieux possible. Donc, Fortra, ma collègue a fait une courte introduction. Donc, on a voilà, acquéri donc des solutions qui étaient vraiment maîtres dans leur domaine sur la classification de la donnée. C'est des produits qui sont encore très grands comptes, mais voilà, on a donc des plateformes SaaS aujourd'hui qui sont plus accessibles. On a moins d'infrastructures à déployer, même si on a un très très grand parc client en fait on-prem. Et ça, c'est ce qui va aussi beaucoup nous différencier par rapport à d'autres personnes, puisqu'on a beaucoup de sociétés qui reviennent sur de l'on-prem en disant moi je suis parti vers le cloud et j'ai eu des attaques, j'ai eu des exfiltrations. Sûrement parce qu'effectivement les bons outils n'étaient pas mis en place. Attention, j'ai rien contre ça. Mais voilà, donc toute cette suite de logiciels va nous permettre en tout cas de vous montrer cette suite, cette visibilité de données lorsque, sur l'usage de la donnée, lorsque l'utilisateur va la manipuler sur l'on-point. Ça, c'est généralement quelque chose que d'autres ne peuvent pas faire, en tout cas pas aussi poussé que nous. Lorsqu'elle est partagée, c'est ça que vous avez besoin de justifier ensuite sur un rapport de données. Éventuellement, ensuite, quand on va aller l'archiver ou la détruire. Alors, c'est souvent l'une des deux. Soit on détruit la donnée à la fin, soit on l'archive parce qu'on a besoin de la stocker ad vitam aeternam, etc.
Donc on va commencer sur quelques slides très rapides et puis je vais passer sur un post de démonstration pour qu'on puisse voir quelque chose quand même de live. Mais je vais aller sur ces différents segments qu'on a vus. Donc on va commencer par la création de la donnée. Vous allez voir que le dashboard qu'on utilise aujourd'hui eh bien, récolte des feeds qui viennent de différents endroits. Donc nous, on n'a pas de difficulté à récupérer ce qui se passe sur le poste de travail dans son ensemble. Donc c'est très très important. Même un logiciel qui vient ouvrir une donnée, on va le voir. Donc là, sur une création de données, eh bien, on a les statistiques, on est capable de voir qu'un processus a créé une donnée ou a transformé une donnée. Et donc ça ferait partie en fait de la première chaîne de création de données. Si vous voulez avoir des statistiques, on verra dans le détail tout à l'heure justement sur la démo en live comment on peut faire, en partant peut-être même d'une investigation d'un IOC, hein, d'un indice en fait qui est visible sur la console et de retrouver la première, information qui est remontée sur la plateforme et de voir encore une fois plus donc, comment elle a été transformée, manipulée, etc. Donc là, on a du file create. Alors ça, ce sont des événements cloud que vous voyez ici. Ce sont des événements qui ont été faits sur des plateformes Office 365. Je pense que beaucoup sont impactés par ça. On va aussi faire du Google Workspace. C'est aussi ça l'atout en fait de prendre un éditeur comme Fortran, c'est qu'on est agnostique. C'est très très important ce que je vous dis là. J'ai des clients qui sont partis bien en tête avec du Microsoft 365 ou qui ont tout mis chez Google et qui se retrouvent en fait bloqués à ne contrôler, ne pouvoir faire en fait que cet environnement-là. Et donc, ils ont eu des fuites de données sur d'autres applications cloud qui n'étaient pas Microsoft ou Google ou etc. Et donc, eh bien, il vous faut vraiment un outil qui soit agnostique pour avoir cette vue partout où votre donnée elle est stockée. Alors, si vous n'en avez pas vraiment idée, si vous ne savez pas où elle est cette donnée, on va vous aider à le faire en fait lorsqu'on va venir connecter notre SSE CASB, voilà notre DSPM. Aujourd'hui, on va voir, on va traiter du sujet rapidement. Hein. C'est un terme qui est en train de prendre beaucoup de place dans le domaine de la data protection. Eh bien, on va pouvoir suivre ça, qu'importe où la donnée se trouve, qu'elle soit donc en SaaS, en cloud ou on-prem. Sur le stockage de la donnée, là c'est un screenshot sur le volume, hein, donc là on voit sur des postes, sur des postes de travail. Alors on peut faire ça aussi au niveau de l'utilisateur, s'il utilise plusieurs postes, s'il n'a qu'un seul poste, ou si c'est des environnements cloud. Donc ça c'est vraiment très sur le poste de travail. On va avoir des statistiques aussi au niveau des scans. On est tout à fait capable d'exécuter des scans de données avec un scanner. Et donc, en fonction de votre environnement, l'environnement client, on va pouvoir aller scanner les données on-prem avec des scanners installés sur des serveurs, mais aussi des scanners cloud. Donc là, ça va dépendre si vous avez un environnement très hétérogène. Eh bien, on va pouvoir utiliser différentes techniques pour aller scanner ces données. Bien sûr, un scanner peut scanner le cloud, l'on-prem, différents environnements. Mais des fois, on a des clients qui n'ont que de l'on-prem. Donc là, il faut prendre le scanner on-prem. Et quand ils ont que du cloud, on a aussi des clients qui nous disent non, moi c'est tout ça, je veux aucune infrastructure, j'héberge tout sur OneDrive et voilà, c'est très bien. Là, dans ces cas-là, ça sera plutôt le scanner cloud qu'il faudra choisir. On ne va pas leur forcer à prendre un scanner local, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs méthodes pour aller détecter cette donnée là où elle se trouve. Alors ici, on récupère les droits sur ce screenshot que vous avez ici, des droits d'accès sur les fichiers, sur les dossiers. Ça fait partie du DSPM. En l'occurrence, c'est une des valeurs. On n'est pas PAM, hein, on n'est pas Privileged Access Management, etc. Mais on est tout à fait capable d'aller récupérer les droits d'accès en fait fichiers et des dossiers que vous avez, que ce soit même sur du SharePoint, en local, etc. On ne fait pas encore la remédiation. Par contre, on est tout à fait capable d'aller charger les accès de données dans les métadonnées hein, grâce à nos outils de classification. On va essayer de voir ça. Ça sera plus concret quand on va voir l'action sur le poste utilisateur, comment on charge la métadonnée dans la donnée pour qu'elle ne bouge plus. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de suivre, encore une fois de plus, la donnée une fois qu'on l'aura correctement classifiée. Des statistiques cloud ici sur cette slide qui vont vous permettre de voir comment elle est partagée, comment elle est publiée aussi sur Internet. On a souvent ce pain point du quelqu'un a partagé un fichier public et l'a posé sur un Google Drive. Et c'est une donnée critique pour votre organisation. Est-ce que vous êtes capable de savoir aujourd'hui une organisation cliente qui a plus de 100 postes, 1000 postes et beaucoup plus chez nous, eh bien, qui publie des données comme ça sur Internet et quel type de données elle contient. Alors, on fait des analyses de contenu. Encore une fois de plus, on a ce principe de classification manuelle et automatique. On a tout le sujet de l'IA aussi qui arrive chez nous.
Mais voilà, ça c'est vraiment sur le sujet de la classification. Donc là, ce sont des statistiques de partage et de visibilité de ce que vous avez chez vous. Sur ce point-là, d'ailleurs, on propose aux organisations de faire un assessment de 30 jours. N'hésitez pas à venir vers nous. On va venir connecter en fait notre plateforme sur les différentes applications et prochainement donc aussi DSPM on-prem. Donc on va faire un discovery gratuit de 30 jours et on va vous exposer en fait vraiment comment votre posture de sécurité en fait tout simplement en allant scanner justement ces différents repositories et vous aurez quelque chose de concret puisque bien sûr l'action suivante qui est logique c'est d'y aller de mettre ensuite de la sécuriser. Sur la partie usage de la donnée, eh bien, on va voir toutes les manipulations des utilisateurs. Qui fait quoi? Vous allez voir j'ai créé en fait un fichier un fichier Word qui s'appelle, on n'aura pas le temps de déployer toute la démonstration aujourd'hui, mais qui s'appelle Watch Me, donc juste pour qu'on ait de la visibilité. Et on va voir en fait cette donnée qui va toutes les actions que j'ai effectuées hier encore pour rafraîchir en fait un petit peu les logs de la plateforme. Et on va voir en fait, on va être capable en 2-3 screenshots de comprendre exactement toutes les actions qui ont été faites encore une fois plus on-prem et cloud de l'utilisateur. Et donc ce principe de life cycle, de vie de la donnée, on va la voir vivre, on va la voir bouger. Et ça, qu'importe le nombre d'utilisateurs, le nombre d'ordinateurs que vous allez avoir dans l'organisation, vous serez en mesure en quelques secondes de trouver et de montrer quelque chose de très très concret pour votre organisation ou une organisation cliente. Voilà, donc on a différents channels, on les voit, on a des statistiques qui sont tout prêts, des dashboards qui sont prêts, vous n'avez rien à faire. Vous mettez dans l'idéal, si vous voulez, le discovery complet avec même les actions utilisateurs. On va installer un agent et cet agent, il va remonter donc ses logs sur l'usage principalement. Le point suivant, c'est partager. J'aime bien dire, c'est toujours un peu surprenant, mais le DLP vous sert à rien, alors que c'est quand même mon produit principal. Le DLP, quand vous créez une donnée sur votre ordinateur, tout le monde, vous créez une donnée parce que vous allez la partager. Vous avez besoin de diffuser un PowerPoint en réunion. Vous avez besoin d'envoyer ce document Word à un partenaire, à un client. Donc, vous allez la partager, cette donnée. Donc, la DLP, un peu useless. On pourrait penser quelque chose comme ça. Mais en fait, la DLP, elle est là pour être sûr que cette donnée, elle va dans la bonne direction. En fait, il est là pour ça. C'est justement pour éviter que tu l'utilises correctement et tu l'envoies vers la bonne destination. Si tu la déplaces et tu la transformes autrement, tu essaies de bypasser les lignes de sécurité qui sont en place, eh bien ça va sonner, ça va prompter, on peut bloquer, oui c'est vrai. Ce n'est pas le but du jeu ici encore aujourd'hui, en parlant des data lineage. On est vraiment là en monitoring, on peut venir s'installer en monitoring uniquement, vous faites 15 jours, 30 jours ou beaucoup plus si vous voulez, juste en mode monitoring. Et si un jour il y a une brèche, eh bien vous serez capable, c'est très important de comprendre, de revenir en arrière. Si vous ne mettez pas ce genre de technologie en place, vous aurez une brèche, vous allez devoir investiguer et vous allez devoir faire un rapport en fait de fuite de données. Alors qu'avec un outil comme ça, vous serez en mesure, si vous n'avez pas activé bien sûr les règles de DLP en mode bloc de contrôle, eh bien, vous serez au moins en mesure de démontrer exactement ce qui s'est passé, comment ça a fuité, de revenir à l'origine grâce à la data lineage, qu'importe la source à partir duquel en fait, cette attaque est apparue sur votre organisation. Donc, on va avoir des statistiques de partage. Encore ici, partage, on voit tous les échanges email. Si nécessaire, c'est très important ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé de déployer en fait, ces politiques si ça vous paraît trop critique. Mais on est aussi là pour ça, pour montrer du concret. Les statistiques que vous allez avoir en fait, dans cette plateforme, on ne récupère pas la donnée en tant que telle. Il y a aussi le RGPD à respecter et plein d'autres choses. Donc, ce sont des métadonnées. Et même ces métadonnées, on peut les masquer. Par contre, c'est typiquement un challenge que vous avez ou que toutes les organisations ont. Est-ce que je suis capable d'avoir des statistiques que je peux exploiter si j'ai besoin d'y accéder pour prouver que je suis RGPD? Nous, c'est beaucoup le segment militaire, tout ce qui est export control ou alors propriété intellectuelle en fait très très lourde. Là, je vais vous parler des développeurs qui génèrent en fait du source code, du code Git en fait, etc. On a des intégrations avec Git. Il y en a qui sont dédiées que pour ça. Nous aussi, on a une intégration Git et chaque en fait source code qui va être téléchargé sur l'ordinateur sera classifié par défaut. Et donc, il ne sera pas possible de faire de copier-coller, il ne sera pas possible de bouger cette donnée sur un repository externe autre que celle de l'organisation. Voilà, on va accélérer un petit peu. L'archivage aussi, on va voir en fait, là j'ai fait un Robocopy, on pourrait imaginer un logiciel de backup chez vous qui est exécuté, qui vient prendre la donnée en fonction d'une classe if, qui prend en compte aussi la date de rétention maximum du données. C'est quelque chose qu'on peut faire avec notre outil de classification. On met une date de rétention maximum. Il n'y a pas de limite de metadata pour ceux qui connaissent la classification Microsoft. Nous, on peut aller bien plus loin que ça.
vous allez pouvoir dire dans un fichier, j'ai c'est France confidentiel, RGPD, département RH, ça a le droit d'aller vers vers le partenaire domaine A, B, C, D. Voilà. Et ça, ce sont des métadonnées que tous vos outils de sécurité vont prendre en compte. Donc, ce n'est même pas que mes outils de sécurité. Bien sûr, la logique, c'est la DLP derrière, mais c'est votre proxy, c'est votre anti-spam. Qu'importe en fait soit-il que vous avez déjà dans votre organisation, le fait de mettre une classif, comme je viens de vous le dire, va améliorer très sensiblement votre posture de sécurité avec les outils cyber que vous possédez déjà chez vous. Voilà, la destruction, on l'a vu, on a un log de destruction ici. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans une minute. Je vais garder quand même 2 minutes pour la démonstration. Et donc, voilà, on couvre plusieurs navigateurs, plusieurs operating systems. On fonctionne en connecté et non connecté. Je dis, donc même si vous déconnectez l'ordinateur, eh bien, on continue de voir les logs. Et c'est voilà ça qui est assez important de comprendre. Voilà, comme je disais, je vais aller sur une petite machine pour essayer d'exécuter donc un scénario et 2 minutes aussi sur la console pour voir vraiment ce scénario en quasi live. Donc j'ai un fichier Word qui est ouvert ici. On a donc la capacité. Oh, je partage pas l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre duplicate. Allez, peut-être que ça va changer. Voilà, excusez-moi. C'est bon comme ça. Donc on a la classif du document, voilà ici. Alors là, c'est un schéma très très simple, hein. On peut faire beaucoup plus complet que ça. Mais quand on va changer la classification du document, on est tout à fait capable, voilà, de mettre des warnings, des prompts. Ça, c'est un petit peu DLP, hein. Donc là, je vais mettre n'importe quoi. C'est juste pour procéder. On change le marquage de la donnée, on informe l'utilisateur du contenu du fichier ici, et on a un fichier qui est maintenant classifié. Voilà, je vais faire pareil dans l'autre sens. Vous pouvez changer la police, faire ce que vous voulez, et mettre le marquage de la donnée qu'importe où vous voulez dans le document. Il est aussi possible de mettre un filigrane. Ça, c'est très demandé en ce moment, en fait, dans les documents, pour protéger vos informations. Vous savez, les cartes d'identité, on a des usurpations qui se font dessus. Voilà, on peut tout à fait faire ce genre de choses. Sur un mouvement de données, donc on va se rendre sur, je ne vais pas utiliser PowerShell, c'est pas le temps, on va aller sur un site internet, Gemini, voilà, je pense que c'est un des cas d'usage en fait qui est très demandé aujourd'hui sur la protection de la donnée. Les gens en fait envoient un petit peu n'importe quoi sur l'IA. Nous, on a déjà des listes hein, qui sont référencées. Et qui nous permettent de savoir si vous uploadez quelque chose en fait sur un site IA ou sur une application IA. Donc on n'a pas de limite là-dessus, c'est important. Il y en a qui vont faire que sur le web, il y en a qui vont éventuellement faire sur l'application. Donc si vous avez une application sur ordinateur et quelqu'un envoie une donnée confidentielle classifiée sur cette IA, vous allez pouvoir faire des actions de prévention, corrective, etc. Alors, ce n'est pas que sur l'upload. On va essayer je crois que je dois être encore logué. On va essayer d'envoyer un fichier justement classifié. Je vais avoir mon WatchMe ici. Je vais peut-être même après aller prendre d'autres fichiers. Mais on va avoir en fait un prompt, en plus un message qui correspond à l'action que je viens de faire. C'est-à-dire qu'on a, ça vous pouvez le personnaliser, c'est de l'HTML. Hein. Vous mettez votre logo, votre message, ce que vous voulez. Mais on a un log qui dit qu'un fichier classifié a été envoyé sur un site de GenAI. Voilà, donc on ferait la même chose sur un logiciel local, encore une fois plus sur le web. Là, c'est un navigateur Internet. Je supporte, comme je vous l'ai montré sur le PowerPoint précédent, vraiment tous les navigateurs. Donc là, c'est une action où je ne peux que annuler l'action. On peut autoriser l'utilisateur à continuer, hein. Ça peut être juste un warning. Voilà l'action que tu as fait. Tu peux continuer, mais à partir de maintenant, sache que c'est logué dans le système. Donc si un jour il y a un problème et qu'on cherche qui a fait fuiter la donnée, je saurai malheureusement typiquement que c'est toi qui as fait l'action. Et ça, c'est, voilà, on va venir sur la data lineage, justement, donc la partie reporting, c'était juste pour montrer une action d'upload de données. Je le fais aussi sur un copier-coller, hein. Vous ouvrez le fichier, vous prenez le contenu du fichier, vous l'envoyez ici sur Gemini, sur ChatGPT ou ce que vous voulez. On peut faire exactement la même chose, on va prompter et bloquer la data leakage. Maintenant, on se rend sur la data analytics. Donc, on a ça ici, les statistiques. Donc, nous, on a une console Analytics and Reporting Cloud que l'on utilise pour centraliser donc, tous les logs et les actions des utilisateurs sur les postes et donc dans le cloud. Donc, on a dans la suite produit, je finirai peut-être avec cette slide, donc la suite SSE. Hein, aujourd'hui, c'est en train de se transformer en DSPM, d'ailleurs, vraiment un sujet qui est en train d'arriver. C'est le futur de la data protection.
eh bien, les feeds en fait, donc des applications cloud et des actions en fait ordinateur seront tous visibles dans cette console. Donc là, je suis sur les 7 derniers jours, je pourrais remonter plus loin ou plus petit. Vous connaissez le principe du SIEM, hein. On a une application qui existe aussi pour le Splunk, pour les utilisateurs et les clients qui ne veulent pas de cloud. Voilà, là j'utilise une console qui s'appuie sur l'infrastructure AWS pour avoir cette puissance-là. Mais ici, je peux faire donc des recherches sur toutes les alertes qui ont été lancées. Moi, je vais faire un filtre sur le fichier WatchMe que j'ai créé hier. Donc là, je vous ai fait un exemple, mais j'ai exécuté plein d'actions pour accélérer la démonstration. Donc on va avoir, je vois même que j'ai des collègues qui avaient déjà créé des fichiers, en fait, WatchMe, dans les 7 derniers jours qui sont ici. Donc là, j'ai des files open, donc j'ai vraiment des accès de données. C'est rien d'autre que des accès de données. Je vois aussi quand une application ou un utilisateur tente juste d'ouvrir un fichier qui est potentiellement classifié. Je vais remonter un petit peu plus haut, je vais aller me focus sur un ordinateur pour être un peu plus concret. Je vois que ça, ce n'est pas mon ordinateur. Les actions que j'ai faites moi hier, ça va être principalement sur ce poste-là. Juste peut-être avant de faire le filtre sur ce poste-là, j'aimerais vous montrer que j'ai créé le fichier sur le client O, un ordinateur client O, et je l'ai ensuite partagé avec un autre utilisateur via mon Office 365. Et depuis cet Office 365, je l'ai retéléchargé sur un autre ordinateur. Et on voit ici que j'ai le Workstation One qui n'est pas le même que le client O. Et c'est toujours Julien, c'est avec mon utilisateur, mais ça pourrait être un autre utilisateur. Ici, hein, il faut imaginer la situation où vous avez partagé la donnée. Et je vois aussi les actions qu'il va faire avec ce fichier. Donc, certes, j'ai déjà essayé de toute façon de transformer le fichier. Ce qu'on appelle ADE, c'est les actions de copier-coller, c'est les actions du cache de l'ordinateur. J'ai renommé le fichier plusieurs fois ici, donc j'ai des alertes qui ont été levées. J'ai un événement d'upload, on le voit ici, Network Transfer Upload, lorsque j'ai chargé justement la donnée sur Office 365. Alors j'ai fait différents uploads, donc là c'était un test sur DLP Test, où j'ai généré le prompt sensiblement que vous avez vu il y a quelques secondes sur le site de la GenAI. Mais voilà, je peux avoir ça sur autre chose. Donc je vais aussi voir la destination vers laquelle ça a été envoyé et les actions aussi que l'utilisateur à distance, lorsqu'il a téléchargé son fichier, on va voir l'information ici. Il a essayé aussi de le re-uploader en fait sur un dlptest.com. Et voilà, donc là on a des actions qui ont été interdites, hein. J'ai des actions de bloc ici, donc j'ai un petit peu plus d'informations et je peux même aller voir le type de classification du fichier qui sont ici. Voilà, donc ça c'est donc pour le suivi du cycle de vie de la donnée. Je retrouve juste en faisant un focus sur un fichier la vie de cette donnée. Si je fais un clic droit sur cette donnée-là, eh bien en quelques secondes, si je fais investiguer, je vais avoir le focus sur cette donnée. Où est-ce qu'elle est dans mon organisation? Sur les 7 derniers jours, elle a été manipulée par 2 ordinateurs. Elle a été touchée par 2 utilisateurs. Il y a 4 process qui ont accédé à cette donnée. On voit le robocopy, hein, donc on pourrait imaginer des lignes de commande aussi qui sont lancées pour archiver, pour faire d'autres actions. Et éventuellement même où est-ce que cette donnée, eh bien, elle a fuité. Voilà, j'ai utilisé use.ai, j'ai utilisé ici, on voit qu'il y a même des événements Google en fait liés justement à Gemini. C'est l'URL qui remonte ici lorsqu'on fait un upload sur Gemini. Le SharePoint, c'est lorsque j'ai partagé cette donnée justement sur mon OneDrive. Et les événements en fait de tentative d'exfiltration de données sur dlptest.com. Voilà, donc ce genre de données, de graphiques très simples qui vont vous permettre en fait de situer, de trouver, de scanner, de suivre la donnée avec une plateforme donc SaaS. C'est celle que vous avez sous les yeux. Je vous rappelle qu'il est possible aussi de connecter en fait ces événements à des SIEM sur des clients qui souhaiteraient des environnements vase clos. On est un des très rares, voire un des seuls à pouvoir le faire. Donc voilà, on n'est pas limité. Et donc je finirai avec cette slide pour vous rappeler effectivement ce que l'on propose sur la visibilité, la data lineage, la data lifecycle, les produits que vous pouvez mettre en place en fait pour suivre, mieux contrôler, faire des assessments, hein, c'est vraiment ça le but. On pourrait imaginer plutôt ce scénario-là dans un premier temps, faire des assessments de données et ensuite plus tard aller mettre de la protection. Certes, j'ai un DLP, mais on n'est pas obligé d'utiliser un DLP pour bloquer. On peut d'abord le mettre en mode monitoring et aussi la DLP Cloud avec la suite SSE et DSPM pour aussi voir ce qui se passe dans le cloud de nos clients. Merci beaucoup pour votre temps. Je vais garder 3 minutes pour les éventuelles questions s'il y en a. Et je vous reprends après. Et nous, on va quand même vous applaudir, Julien Gourlaouen, parce qu'effectivement, vous avez fait une démonstration en live, comme on dit. Est-ce que vous avez des questions pour Julien? Oui.
Bougez pas, j'arrive. Bonjour, oui, je voulais vous poser une question au niveau des fuites de données. Du coup, l'application répertorie un petit peu tout ce qui se passe côté infra, donc sur les postes, sur le cloud, etc. Est-ce qu'il y a la possibilité de détection directement via des scans de un petit peu, par exemple, tous les dépôts GitHub pour voir s'il y a des documents, par exemple, qui n'ont pas été vus sortir de l'infra, mais par contre qui se retrouvent, par exemple, sur des GitHub publics ou des GitLab publics, ou par exemple même au niveau fuite de données de mots de passe ou d'informations personnelles. Alors, alors on a une intégration, et là, alors GitHub, ça dépend où sont vos repositories. Si vous avez que du l'on-prem, etc., on peut aller scanner les shares. Si c'est le GitHub Cloud, on peut se connecter à votre tenante, en fait, GitHub, pour aller rechercher justement les informations qu'il y aurait dedans et qui seraient secrets d'ailleurs par rapport au projet que vous faites aussi avec les développeurs on-prem. Maintenant, pour aller rechercher sur des GitHub publics, ça va être différent. Je n'ai pas l'information si on peut faire ça. Sur votre tenant professionnel sûr, ça veut dire que je peux aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, elle est scannée en fonction de vos données, elle est scannée ce qu'il y a sur le GitHub public. Il va falloir que je pose la question en interne, j'ai un petit doute là-dessus. Voilà. Ok. J'avais une deuxième question, c'était au niveau de la réflexion sur l'upload sur les sites d'IA. Est-ce que vous êtes capable d'identifier maintenant aussi les sites sur lesquels il y a de l'IA en back-end? Je pense par exemple à tous ces sites qui émergent, qui ne sont pas catégorisés comme des sites d'IA, par exemple chat, etc., mais qui peuvent faire typiquement des deepfakes ou alors de la synthétisation de réunions, etc. Alors, nous, on a déjà une intelligence. Il faut savoir que, vous avez vu, Fortran, c'est très grand. On génère aussi notre propre intelligence, ce qu'on appelle le Fortran Brain que l'on crée, puisqu'on a aussi des outils de pen test. On fait beaucoup d'offensive security et de defensive security. On a 5 outils de vulnérabilité chez Fortran. Et donc, on est tout à fait capable, en fait, d'aller générer ou d'updater cette liste, en fait, de sites qui utilisent de l'IA. Maintenant, si un site ne fait pas partie, qui serait un peu atypique et que l'on ne connaît pas, vous êtes tout à fait capable d'aller changer cette liste vous-même ou d'avoir un feeds, en fait, interne qui détecte, pourquoi pas, en fait, des modules embarqués sur le site IA et qui viendrait updater, puisqu'en fait, cette plateforme que vous avez vue, elle est RESTful API. Donc, vous pouvez tout à fait, en fait, l'upgrader en live. Vous vous dites, tiens, celui-là, j'ai détecté qu'il y avait dans le code, en fait, de la page web, etc., une intégration ou une interrogation IA. Donc, je le rajoute, en fait, dans les sites qui utilisent de l'IA. Et donc, je bloque les uploads potentiels, en fait, sur ce site-là. On a encore la place pour une dernière question, mais très rapide. Ma question, c'est sur la partie standardisation des labels. Les labels Microsoft sont très reconnus. Est-ce que vous avez vos propres labels et qu'est-ce que vous avez comme partenaires qui vont reconnaître ces labels? Alors, on a beaucoup d'intégrations. On va pas monter la démonstration classique. N'hésitez pas à venir en voir, on discutera plus longtemps après. Mais en l'occurrence, on s'intègre déjà avec les labels Microsoft. On n'est pas concurrent. On offre une extension. Il y a beaucoup de clients qui viennent vers nous en disant « J'ai du label Microsoft. Est-ce que vous pouvez… j'ai envie de le garder. J'ai trop travaillé dessus, en fait. C'est partout. Est-ce que vous pouvez m'aider, en fait, à détecter et à l'améliorer ?» Donc déjà, on se connecte à Microsoft, on le fait. Et l'écosystème, pour revenir à votre question, il faut savoir qu'en amont, c'était Titus et Bolden James, les deux produits de classification. Bolden James a créé le principe de classification. Microsoft est venu après. Donc aujourd'hui, nous, on va étendre les capacités et l'écosystème Titus et Bolden James, en fait, est très largement déployé. Quand je vous disais que votre proxy peut comprendre ma classification, j'avais un slide que je n'ai pas montré aujourd'hui, mais qui vous permet, juste en activant notre classification, comme Microsoft, en fait, beaucoup s'intègrent aujourd'hui avec Microsoft, mais ils sont déjà capables de comprendre notre système de classification.